Hello hello, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Le premier texte, aujourd'hui, est de David Olivier, un des pionniers de l'introduction de la pensée antispéciste en France et auteur du premier texte que j'ai lu dans le podcast « Qu'est-ce que le spécisme ?» Si vous ne l'avez pas encore écouté, mettez en pause et on vous attend. C'est bon ? Alors, le texte d'aujourd'hui s'appelle « Défense animale, libération animale ». Dans l'épisode de lundi dernier, on a parlé avec Jérôme Segal du passage à la fin du 19e siècle de la protection animale, donc dans une perspective encore très anthropocentrée, en défendant par exemple que la cruauté envers les animaux entraînerait plus de cruauté envers les humains aussi, à la défense des animaux, où là il est bien question de se battre pour les animaux eux-mêmes. Mais on peut se battre pour les animaux sans remettre fondamentalement en question les présupposés spécistes sur lesquels repose la société. Et c'est justement cette dénonciation du spécisme lui-même qui marque, selon David Olivier, le développement d'un mouvement dans les années 70, non plus seulement de défense animale, mais de libération animale. On se rappelle que les années 70 voient la publication du livre de Peter Singer, La libération animale, et l'essor de l'ALF, le Front de libération animale. D'un point de vue historique, il n'est pas dit que cet enchaînement protection, défense, puis libération soit entériné par les futurs historiens et historiennes du mouvement animaliste. Et surtout, là, je vous parle d'un point de vue très franco-centré. Mais les histoires doivent être très différentes selon les pays. Malgré tout ça, je pense qu'il est intéressant de distinguer ces trois modalités de pensée et d'action au sein du mouvement. Je crois notamment que le mouvement de défense animale s'est beaucoup concentré sur la question de la vivisection. Aujourd'hui, on parle plus d'expérimentation animale. Et ce qui a sûrement marqué un tournant dans les années 70, c'est un renouvellement de la contestation directe de la viande, c'est-à-dire de l'asservissement des non-humains et de leur mise à mort pour des besoins non essentiels humains. David Olivier évoque d'ailleurs la brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux », écrite en 1989. Et c'est vraiment un moment fondateur et important, dont promis je vous parlerai une prochaine fois. C'est Joseph Jacquaz, militant à PEA pour l'égalité animale, qui nous lit ce texte aujourd'hui. Défense animale, libération animale. Un texte de David Olivier, paru en octobre 1991, dans le premier numéro des cahiers antispécistes. La défense animale, en tant que mouvement organisé, existe depuis environ un siècle et demi, bien qu'évidemment, au niveau individuel, il y ait toujours eu des actes d'amitié et de compassion sans distinction d'espèces. La libération animale, qui, elle, remet en question les présupposés fondamentaux du spécisme, est née en tant que mouvement à partir de 1975, année de la publication par Peter Singer de Animal Liberation. Là non plus, les idées elles-mêmes ne datent pas de 1975, le spécisme ayant été fort souvent remis en question au cours de l'histoire par des personnes généralement, mais pas toujours, isolées. Et si cette remise en question paraît aujourd'hui à beaucoup de gens incongrue, cela est sans doute en grande partie dû à 2 millénaires de christianisme qui ont étouffé toute volonté de prise en compte des intérêts non humains en tant que tels. Cela peut paraître paradoxal à ceux qui, comme moi, ont été élevés avec l'idée que le christianisme, au moins en principe, professe un amour tout particulier envers les plus démunis. La viande. On pourrait croire que le mouvement actuel de libération animale est simplement le prolongement, voire la réussite, du mouvement précédent de défense animale. C'est un peu ce que nous voulions penser lorsqu'il y a 2 ans, 4 amis et moi-même avons produit la brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux ». Nous savions que peu de monde dans les associations de défense animale étaient végétariens, mais nous avons pris contact avec elles, puisque, pensions-nous, leurs propos étaient, au moins théoriquement, le même que le nôtre.
Nous avons été déçus. Nous avons vite senti que nous gênions, quand on ne nous a pas carrément insultés mangeurs d'herbe. Les seuls qui nous ont aidés appartenaient à la minorité, petite, mais non négligeable, de militants déjà végétariens. Et si notre brochure a convaincu quelques dizaines de personnes de cesser de manger de la viande, ce fut toujours à l'extérieur de la défense animale. Au sein de la défense animale, par contre, ceux qui mangent de la viande savent très bien ce qu'ils font et n'ont pas l'intention de cesser. Nous espérions tout de même trouver parmi ces végétariens de la défense animale des alliés qui nous aideraient à imposer à l'ensemble du mouvement une remise en question de la viande. Nous avons encore été déçus. Certains nous ont aidés à faire connaître et à diffuser la brochure « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux », mais sans jamais s'engager personnellement, de façon absurde. Ils semblaient systématiquement vouloir considérer le végétarisme comme ne pouvant relever que d'un choix personnel. Tout se passe comme si au sein de la défense animale existait un accord tacite pour ne pas remettre en cause les règles de base qui déterminent les rapports des humains aux autres animaux. Et, s'il y est permis de ne pas manger de viande, cela doit représenter tout au plus une remise en cause limitée aux aspects non essentiels des pratiques spécistes, comme l'élevage en batterie. Mieux, on évoquera la diététique ou le caractère non naturel de la consommation de viande par les humains pour éviter de contester la justesse de notre utilisation des animaux non humains à notre guise dès lors que le profit que nous pouvons en tirer est réel. Si quelques-uns admettent que c'est pour les animaux qu'ils s'abstiennent de la viande, personne ne va jusqu'à estimer que cette question mérite qu'on brise en son nom le consensus d'un groupe, uni dans sa lutte contre l'ennemi numéro 1, le monstre, le vivisecteur. La vivisection. On pourrait espérer que sur la vivisection, au moins, nous serions d'accord avec la défense animale, même si, pour nous, cette question ne peut être qu'un aspect exotique du problème, comme la corrida ou la consommation des chiens coréens. Tant que, tous les jours, les bons humains moyens mangeront de la viande. Ici encore, nous avons été déçus. Au lieu de remettre en question le principe de l'utilisation des animaux pour n'importe quelle fin humaine, la défense animale insiste sur l'inutilité des expériences, inutilité pour les humains, bien sûr. Les avocats des animaux. La défense animale est en fait comme la défense en justice. L'avocat, le défenseur d'un voleur, doit pouvoir défendre son client, c'est-à-dire demander qu'il ne soit pas puni, ou qu'il le soit moins, sans contester les lois qui punissent les voleurs. La défense animale défend les animaux, au sein d'un système donné. En défense des chiens, elle dira qu'ils tiennent compagnie aux vieillards. En défense des chats, qu'ils tuent les rats. En défense des rats, que leur usage expérimental n'est pas fiable. En défense des canards, que le foie gras est toxique. En défense des lièvres, que la chasse tue les humains. Sur l'avocat d'un voleur pèse toujours, malgré tout, la menace d'être pris pour l'avocat des voleurs, pour leur ami, pour un partisan du vol. Il est vital pour sa défense que le juge n'ait pas l'impression, s'il libère ce voleur, de libérer tous les voleurs. De même, la défense animale ressent-elle comme vitale de ne pas remettre en question le spécisme. Radicalité ? La distinction que nous faisons entre défense et libération animale n'est pas une simple question de radicalité. Les partisans de Hans Rösch, par exemple, sont très radicaux dans leur refus de concéder à la vivisection la moindre valeur scientifique, et sont ainsi abolitionnistes purs et durs. Par ailleurs, par la structure de leur argumentation, ils sont radicalement immobilistes. Une grande part de leur temps étant consacrée à interdire toute remise en question du spécisme. Les arguments éthiques sont, selon eux, inefficaces, ou non scientifiques, ou pleurnichards, etc. De même, en France,
Les raids contre les laboratoires de vivisection ont été presque toujours le fait de mangeurs de viande. Pendant ce temps, les libérationnistes, eux, publient des brochures pour diffuser leurs idées et ne mangent pas de viande. Si je suis pour la libération animale, ce n'est pas pour sa radicalité. Je ne reproche pas à la défense animale d'être molle ou modérée. Je lui reproche de défendre le spécisme. Je ne cherche pas l'extrémisme des idées. Je suis pour la justesse des idées. Et le spécisme n'est pas une idée juste. Dans l'entretien, Jérôme Segal a parlé des similarités historiques entre les abattoirs et les centres d'extermination nazis, qui justifient avec prudence et en rappelant notamment des objectifs fondamentalement différents, de tracer le parallèle entre l'Holocauste et le massacre permanent d'animaux non humains dans les abattoirs. Mais j'aimerais attirer l'attention sur un élément supplémentaire qui motive ce rapprochement. Non pas tant du côté des procédés de mise à mort des victimes, mais cette fois du côté de la société qui a permis un tel massacre, qui permet, chaque jour, le massacre de millions d'individus sentients. Evan Greg Williams, professeur de philosophie aux États-Unis, a écrit un article en 2015 qui s'intitule « La possibilité d'une catastrophe morale en cours ». Il y définit une catastrophe morale par la présence de 3 critères. Il s'agit d'une faute morale qui doit être grave, donc par exemple la mise en esclavage, la torture, la mise à mort. Il faut que la faute morale soit d'une grande ampleur, c'est-à-dire impliquer de nombreuses victimes. Et enfin, il faut que la responsabilité de la faute soit largement partagée. Ça vous rappelle quelque chose ? Un des éléments qui semble nous faire résister psychologiquement à accepter la conclusion que ce qu'on inflige aux animaux non humains est une des plus grandes horreurs et une des plus grandes injustices qui ait eu lieu, c'est que ce serait absolument catastrophique, moralement. Donc on se dit qu'il doit bien y avoir une raison légitime pour tuer les non-humains, puisqu'on veut penser que le fonctionnement normal de nos sociétés actuelles est globalement au moins neutre, que les crimes et les injustices sont des anomalies, et non pas au fondement du fonctionnement normal de nos sociétés. Ce que le rapprochement avec l'Holocauste permet, comme celui avec l'esclavage, c'est de rappeler que des catastrophes morales de la part des humains ont déjà eu lieu, et il n'y a pas si longtemps que ça. L'esclavage et l'Holocauste sont 2 exemples paradigmatiques de catastrophes morales. On aurait donc tort de se penser immune à d'autres catastrophes morales. Et je crois que c'est en partie ce qui fait que la dénonciation du spécisme n'est pas toujours facile à entendre. C'est difficile, parce que voir le spécisme nous met face à la situation morale terrible dans laquelle nous sommes actuellement, collectivement. Contrairement à ce qui est parfois suggéré, en fait je ne pense pas que l'analogie avec l'Holocauste ait pour résultat de dire que manger de la viande c'est être un nazi. Les mangeurs de viande, ou plus largement toutes les personnes qui ont une connaissance plus ou moins claire des horreurs qui se passent, mais qui ne font pas de leur mieux pour y mettre fin, sont plutôt comparables à ces Allemands qui savaient plus ou moins qu'il se passait quelque chose d'horrible, mais fermaient les yeux. Et je pense qu'en effet il n'est pas impossible que les mêmes mécanismes psychologiques ou sociaux se soient mis en place face à l'horreur quotidienne, tellement impensable qu'elle en paraît irréelle, et que notre cerveau fait tout ce qu'il peut pour réprimer hors de la conscience. Et c'est bien ce que suggère le second texte que je vais lire. C'est un extrait du roman Elizabeth Costello de John Maxwell Coetzee, auteur sud-africain et australien, et prix Nobel de littérature en 2003. Le personnage principal, Elizabeth Costello, est une écrivaine renommée qui est invitée à prononcer une série de conférences, et elle intitule l'une d'entre elles « La vie des animaux ». Je vous en lis un extrait. En m'adressant à vous sur le sujet des animaux, continue-t-elle, je vous ferai grâce de la litanie d'horreur qui a trait à leur vie et à leur mort. Bien que je n'ai aucune raison de croire que vous avez bien en tête ce qu'on fait subir aux animaux en ce moment même dans les unités de production, j'hésite à les appeler encore des fermes, dans les abattoirs, dans les chalutiers, dans les laboratoires, partout dans le monde. Je suppose que vous me permettrez une licence rhétorique pour évoquer ces horreurs
et vous les faire comprendre, en m'exprimant avec la véhémence qui s'impose, et que je pourrais m'en tenir à cela, en vous rappelant seulement que les horreurs que j'omets ici n'en sont pas moins au cœur de mon propos. Entre 1942 et 1945, plusieurs millions de personnes ont été exterminées dans les camps de concentration du Troisième Reich. Rien qu'à Treblinka, plus d'1,5 million, et peut-être même 3 millions. Ce sont là des chiffres qui glacent l'esprit. Nous n'avons qu'une seule mort qui soit nôtre. Nous ne pouvons comprendre les morts des autres qu'une à la fois. Dans l'abstrait, nous sommes capables de compter jusqu'à 1 million, mais nous ne pouvons pas compter jusqu'à 1 million de morts. Les gens qui vivaient dans les campagnes aux alentours de Treblinka, des Polonais pour la plupart, dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans les camps. Dire qu'alors qu'ils auraient pu, en gros, deviner ce qui se passait, ils ne le savaient pas avec certitude. Ils dirent qu'alors, ils auraient pu, dans un sens, savoir, dans un autre sens, ils ne savaient pas, ne pouvaient pas se permettre de savoir, pour leur propre salut. Mais les gens autour de Treblinka n'étaient pas exceptionnels. Il y avait des camps un peu partout dans le Reich, près de 6000 rien qu'en Pologne, des milliers, tenus secrets, en Allemagne même. Peu d'Allemands vivaient à plus de quelques kilomètres de l'un ou l'autre type de camp. Tous les camps n'étaient pas des camps de la mort, des camps voués à la production de la mort, mais il se produisait des horreurs dans chacun d'eux, bien plus d'horreurs que ce qu'on pouvait se permettre de savoir pour son propre salut. Ce n'est pas parce qu'ils ont livré une guerre expansionniste et qu'ils l'ont perdue que les Allemands d'une certaine génération sont considérés aujourd'hui encore comme s'ils étaient situés un peu en dehors de l'humanité, comme s'ils devaient faire quelque chose de particulier pour se montrer dignes d'être réadmis au sein de la communauté humaine. Ils ont perdu leur humanité, à nos yeux, à cause d'une certaine ignorance volontaire de leur part. Dans les circonstances particulières de la guerre menée par Hitler, l'ignorance a peut-être été un mécanisme de survie utile. Mais cela est une excuse qu'avec une admirable rigueur morale, nous refusons d'accepter. En Allemagne, disons-nous, une certaine ligne a été franchie. Transgression qui devait mener un peuple par-delà la banale cruauté meurtrière de la guerre, vers un état que nous pouvons seulement qualifier de péché. La signature de la capitulation et le paiement des réparations n'ont pas mis fin à cet état de péché. Au contraire, disions-nous, une maladie de l'âme a continué à marquer cette génération. Elle a marqué tous ces citoyens du Troisième Reich qui avaient commis des atrocités, mais également ceux qui, pour quelque raison que ce soit, étaient dans l'ignorance de ces actions. Elle a donc, en pratique, marqué tous citoyens du Reich. Seuls les détenus des camps étaient innocents. Entre guillemets, ils y allaient comme des moutons à l'abattoir. Ils mouraient comme des bêtes. Les bouchers allemands les ont tués. Le langage usité pour dénoncer les camps est en totale résonance avec le langage du parc à bestiaux et de l'abattoir. Et il n'est guère nécessaire de préparer le terrain pour la comparaison que je suis sur le point de faire. Le crime du Troisième Reich, dit la voix de l'accusation, fut de traiter les gens comme des animaux. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez le concept de catastrophe morale intéressant ? Et est-ce que vous croyez qu'on est dans une catastrophe morale en ce moment ? Dites-moi tout ça en commentaire ou en m'envoyant des messages sur les réseaux sociaux. Merci à Joseph pour sa lecture et son soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Bisous.